Bonjour, je m'appelle Betsabé. Aujourd'hui, peu de personnes connaissent leur histoire, leurs origines, et moi la première. J'ai décidé de commencer ce que j'appelle une grande aventure, comprendre les pierres de la ville de mon enfance. Ce podcast est le témoignage de mes diverses rencontres auprès de passionnés d'histoire et de professionnels qui nous transportent dans le passé. Et toutes ces histoires commencent par « Il était une fois, Dinan ». Dinan. Pourquoi Dinan? Comment est-elle devenue ville? Nous allons parler de la création de Dinan avec Julien Bachelier. Et la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant la ville? Alors, ça dépend à quelle échelle on se met. Si on se met à l'échelle uniquement de la ville ou un petit peu si on envisage l'arrière-pays, on va commencer par faire simple. Si on se met à l'échelle de la ville, on ne sait pas trop ce qu'il y avait. Qu'il y avait déjà un habitat, tout ça, on n'en sait trop rien. Par contre, si on élargit un tout petit peu dans un rayon de quelques kilomètres autour de Dinan, il y a naturellement Corseul, à proximité, la cité romaine. Et puis le long de la Rance, il y avait plusieurs éperons barrés. Alors, ils ne sont pas très bien documentés, ils n'ont pas été également fouillés, mais il y a plusieurs éperons barrés en direction donc de la mer qui permettent d'envisager une occupation, une présence qu'on dirait gauloise. Il y a vraiment une occupation qui remonte il y a à peu près 2500 ans. Ensuite, il y a la cité romaine de Corseul, avec l'agglomération secondaire de Tadin, qui est à proximité. Vraisemblablement le point de passage de la Rance, qui servait de port vis-à-vis de Corseul. Et puis un peu plus au sud, il y a le site de Léon, qui date du 9e siècle. Hormis Corseul, alors c'est quand même un point important, Corseul, parce qu'il y a déjà une ville, une agglomération, un centre, une cité qui n'est pas si fréquent que ça dans l'Ouest et en particulier en Bretagne. Que le fait d'avoir l'existence d'un centre comme ça, même si ce centre s'étiole et disparaît en partie au cours du Moyen-Âge, début du Moyen-Âge, il y avait au moins un centre important qui remontait avant l'apparition de Dinan au XIe siècle. Lors de mes recherches, je me suis posé plusieurs questions sur la création de la ville, dont celle de sa situation géographique. La question de la création de Dinan, c'est un peu comme toutes les villes. Autant les cités romaines, on voit à peu près comment ça fonctionne. Les villes médiévales, il faut avoir en tête, c'est le problème de documentation. C'est-à-dire, il y a ce que les textes apportent, puis ensuite il y a les hypothèses. Et en fait, les textes, c'est un peu des zooms, des flashs qui apparaissent comme ça dans l'obscurité. Et donc pour Dinan, on a les premières mentions liées vraisemblablement à l'apparition de Dinan première moitié du XIe siècle. On a la même chose pour d'autres villes comme Châteaubriand ou Fougères à proximité. Et c'est vraisemblablement dans ce contexte-là, du moins au cours du XIe siècle, que Dinan apparaît. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement dans les années 1040, mais on a simplement de la documentation à partir des années 1040. Donc on voit que quelque chose se crée autour de 1040. Ensuite, déterminer si c'est la géographie justement qui conditionne le choix du site ou si c'est les facteurs humains, vraisemblablement c'est une question de curseur. C'est une rencontre d'intérêt entre un site naturel avec le relief et cours d'eau, et puis des enjeux qu'on pourrait quasiment qualifier de politique et d'économique. C'est-à-dire il y avait un intérêt à créer un centre à cet endroit-là. Alors je parle de centre parce que au XIe siècle, les seigneurs qui s'installent à Dinan, ils n'ont pas l'idée de créer une ville neuve, parce que la ville c'est une réalité un peu nouvelle au XIe siècle. Il existe d'anciennes cités, mais la ville c'est pas encore quelque chose qui existe véritablement dans le paysage, encore moins dans l'Ouest. C'est plus de l'habitat dispersé, l'habitat rural. Pouvons-nous parler d'un investissement seigneurial? Cet investissement seigneurial, c'est vraisemblablement aux alentours des 1040. Dans les années 1040, on sait qu'il y a un seigneur qui s'appelle Jocelyn de Dinan. Donc s'il porte le nom de Dinan, c'est qu'il y a une ville, pas une ville, du moins une agglomération, une localité, un lieu de pouvoir. On s'aperçoit que ce sont bien des seigneurs qui vont choisir ce site. Quelles sont les raisons qui les motivent? C'est extrêmement compliqué parce qu'il n'y a pas de documents qui permettent de saisir. Donc ce sont des hypothèses. Il y a vraisemblablement des voies anciennes, alors pas forcément romaines, ça peut être des voies qui remontent à l'époque gauloise, des voies à l'époque romaine, ou même des voies du premier Moyen-Âge. Donc il y a des axes de circulation, il y a l'importance de la Rance. Et donc vraisemblablement la croisée de cet axe fluvio-maritime et des routes terrestres, un seigneur décide d'installer un lieu de pouvoir, ça va être son château, et donc c'est le château de Dinan. Donc on a une sorte de lieu de pouvoir qui est installé, un point de contrôle. Est-ce qu'il y avait un pont? On sait qu'il y en aura un plus tard. Est-ce qu'il y avait un gué? C'est vraisemblable. Mais on a du moins un château qui est installé à un lieu où les bateaux remontent, pour notamment le commerce. À partir de ce château que va se déployer l'agglomération. On a des villes qui sont un peu sur le même modèle, par exemple Auray, qui ressemble à peu près on est dans le même mouvement.
Le site n'est pas exactement le même, mais on a aussi un cours d'eau qui est à remonter. Et on a comme ça un château qui va être créé véritablement à proximité du cours d'eau. Quand on parle de la création de Dinon, on se pose énormément de questions sur les origines de la famille de Dinon et ce qu'on en sait réellement. Là aussi, c'est une question documentaire, c'est-à-dire que c'est en fonction des documents écrits qui sont conservés qu'on peut avoir des hypothèses. La famille de Dinan est liée au vicomte d'Alette. Un vicomte, c'est un agent subalterne du comte. Donc il existe du comte dans le fonctionnement carolingien. Ils ont des... alors ça va être totalement faux ce que je vais vous dire, mais en termes d'anachronisme ou de comparaison, vous auriez un comte, ce serait une sorte d'équivalent de préfet. C'est pas du tout les mêmes pouvoirs, mais enfin pour faire une sorte d'analogie. Et vous aviez des vicomtes qui sortent de subalternes au comte. Et donc, il y avait un vicomte qui était installé à Alette. Donc, Alette qui était la cité au sud de Saint-Malo, à l'embouchure de la Rance. Ce vicomte d'Alette, Amont, a plusieurs fils. Et ces fils vont s'installer sur des lieux de pouvoir. Alors, il y a Dole, il va également y avoir le Combourg, où vous allez également avoir un château qui va être créé. Et puis, vous avez l'importance du site de Dinan. Et donc, on a l'impression comme ça que début 11e siècle, autour de l'an 1000, on manque de documents, mais c'est fin 10e siècle, début 11e siècle. On a ça partout en Occident. C'est pas spécifique à la région de Dinan ou même pas la Bretagne, on a ça partout en Occident. Autour de l'an 1000, on a des agents qui ont des délégations publiques, d'autorité publique, pour la justice, les impôts, l'autorité, qui vont s'implanter sur des lieux précis, donc Dole, Combourg, Dinan. Et à partir de ces lieux, ils vont installer un château, un lieu de résidence, un lieu de pouvoir. Et autour de ce château, vous allez avoir une agglomération qui va se développer, qui va être plus ou moins importante en fonction des contextes. Mais on est vraisemblablement ici, pour les seigneurs de Dinan, dans une aristocratie, une aristocratie qui est d'origine post-carolingienne. On ne peut pas remonter parce qu'on n'a pas de documents écrits, mais on est quand même sur des individus, des seigneurs de premier plan. La première mention de Dinan, c'est 1040. Alors, c'est les années 1040, puisque les documents écrits ne sont pas forcément datés à l'année près, c'est toujours délicat. Donc, c'est une fourchette chronologique, c'est les années 1040, 1047. Donc, c'est Joscelin qui porte le nom de Joscelin de Dinan, et quelques années auparavant, il se fait simplement appeler Joscelin. Et donc, le fait qu'il porte comme nom, commence à avoir des noms de famille qui apparaissent pour les familles de l'aristocratie, et donc ce nom de famille, c'est de Dinan, donc c'est un toponyme, ça indique qu'il est vraisemblablement installé sur le site de Dinan. On a exactement la même chose pour une ville qui est toute proche, la ville de Fougères. Même chronologie, on a une famille qui est connue sur 2 générations antérieurement. Et dans les années 1040, on a l'impression qu'il y a un mouvement où les aristocrates créent leur château, s'y installent, prennent comme nom de famille quasiment le nom de Dinan, de Fougères, pour montrer qu'ils sont attachés à un lieu particulier. Que signifie Dinan ? Ce sont des hypothèses à partir de la toponymie. C'est vraisemblablement un ancien terme... Alors gaulois, pour faire simple, celtique si on veut, Dounos qui désignerait une colline fortifiée. On a ça dans Lugudunum, le nom de Lyon, ou même dans d'autres noms de cités romaines. Ce substrat gaulois a pu être activé par le breton, avec les migrations bretonnes du 5e, 6e siècle. Donc c'est vraisemblablement un toponyme descriptif, lié au site. C'est pas extrêmement fréquent. Au XIe siècle, lorsqu'on a des seigneurs qui s'installent, vous avez plusieurs catégories. Soit on reprend des anciens noms de pouvoir, comme à Vitré, c'est une ancienne agglomération. Donc la famille de Vitré va reprendre, va capter un nom plus ancien. Et si vous prenez Châteaubriand, c'est le château de Briand, là c'est écrit dessus. Et Dinan, c'est un peu comme Fougères, c'est-à-dire c'est plus l'environnement, le site, qui donne un nom à la ville. Donc c'est vraisemblablement un toponyme d'origine entre guillemets naturelle qui conditionne le nom de cette famille et puis le nom actuel de la ville. Comment une ville se crée ? Autour de quel élément se constitue-t-elle, évolue-t-elle ? Comment naît une ville ? Comment naît Dinan ? Pour Dinan, j'imagine la naissance d'une agglomération castrale. Là aussi, on est victime des textes. Un historien travaille d'abord à partir des textes. Alors quand il y a le complément de l'archéologie, c'est formidable, mais c'est compliqué de faire des fouilles urbaines, parce que les villes sont toujours là. Donc en général, c'est des éclairages ponctuels. Donc pour Dinan, pour le moment, la documentation laisse penser qu'on est plutôt dans une situation où, donc par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, avec des routes fluvio-maritimes et des routes terrestres, on a un carrefour. Et sur ce carrefour, il y a un château qui va être installé. Et donc dans les années première moitié du XIe siècle. À partir de là, vous allez avoir différents éléments urbains qui vont se mettre en place. Alors nous, on appelle ça une ville, mais le seigneur, je ne vais pas dire qu'il fait du bricolage, mais il n'a pas l'idée de créer une ville neuve, comme on peut avoir au XXe siècle, au XIXe siècle. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça au Moyen-Âge. La réalité urbaine, c'est quelque chose de très lointain. C'est-à-dire que lorsque le seigneur de Dinan s'installe à Dinan, l'exemple urbain qui existe à proximité, c'est simplement Rennes.
Et Rennes, c'est pas une très grosse, c'est une cité d'origine romaine, mais c'est une ville qui est éclatée en plusieurs bourgs. Il n'y a pas un centre-ville avec ses périphéries comme aujourd'hui, c'est plusieurs noyaux. Donc il a vraisemblablement ce modèle-là en tête, donc il va installer un château au niveau de la sous-préfecture, juste au-dessus de la Rance. Puis autour, il va installer des éléments qui vont permettre à la population de vivre, donc ce qu'on appelle des bourgs. Ils sont très peu mentionnés pour Dinan, c'est une interrogation que j'ai eue en travaillant sur la ville, c'est curieux. Parce que la plupart du temps, les villes ont comme ça plusieurs bourgs, 2, 3, 4, 5, 6, même dans le cas de Fougères, voire de Rennes. Et à Dinan, dans la documentation médiévale, on n'a pas le mot bourgouze qui apparaît. Alors, c'est vraisemblablement lié à la conservation des documents. Et donc les bourgs, il faut imaginer que c'est quand même une sorte de lotissement, un espace qui est délimité, qui est divisé en parcelles. Et sur chaque parcelle, vous avez un individu qui peut s'installer, créer sa maison, et cet individu va s'appeler un bourgeois. Ça ne veut pas dire qu'il sera riche, comme au XIXe siècle, c'est simplement quelqu'un qui va vivre sur une parcelle. Donc votre seigneur, autour de son château, va créer vraisemblablement 1 ou 2 bourgs, on n'a pas le détail. Vraisemblablement, il y en a 2 à Dinan. Et pour cette population, il va falloir un encadrement religieux. Donc la création d'églises et puis des activités avec marchés, foires, qui vont permettre de faire le lien entre la ville et les campagnes. Savons-nous quelle a été la première église à Dinan ? Il y a ce que l'on sait et ce qu'on ne sait pas. Là aussi, ce sont les documents écrits qui nous permettent d'y voir pas vraiment plus clair, mais il y a plusieurs églises qui sont mentionnées à Dinan. C'est vraiment uniquement la conservation des textes, donc c'est un peu lié au hasard. Il y a non seulement les textes qui ont été conservés dans les archives, et puis des fois, il n'y a pas d'intérêt de conserver les archives, parce que c'est notamment par exemple, les seigneurs laïcs les entretenaient pas forcément comme il faut. Et puis les religieux, s'ils n'avaient plus le bien qui leur appartenait, il n'y avait plus d'intérêt d'avoir cette archive-là. Donc il y a beaucoup d'archives qui ont disparu. La première église qui apparaît à Dinan, on est à la fin du XIe siècle. Et paradoxalement, elle n'est pas à Dinan, elle est en contrebas, près de la zone portuaire. C'est l'église Notre-Dame de la Madeleine, Marie-Madeleine. Aujourd'hui, c'est en Lanvalet, si vous voulez. Ça serait, donc on est dans les années... alors il y a des débats sur les dates, dans les années 1070, 1090, voire 1100. Donc vraiment la fin du XIe siècle, ce qui est un peu tardif par rapport à d'autres villes, mais c'est récemment lié à la documentation. Il pouvait y avoir une église plus ancienne, mais on n'a pas de texte qui le prouve. Ensuite, dans la Haute-Ville, on a d'autres lieux de culte qui vont s'installer. On a l'église Saint-Malo, début XIIe siècle, qui apparaît, qui était hors les murs, et l'église Saint-Sauveur, qui apparaît elle aussi plutôt tardivement. De mémoire, sa première mention, c'est au début du XIIe siècle. Donc on a un paysage religieux qui se met progressivement en place, et on est victime de notre documentation. C'est-à-dire, vraisemblablement, les lieux de culte sont plus anciens, mais jusqu'à quand ? Ça, c'est un autre point de débat. Est-ce qu'ils sont là avant la ville ou après la ville ? C'est un problème. On s'aperçoit dans certaines agglomérations, les lieux de culte sont là avant le château. Par exemple, à Vitré, vraisemblablement, on a plusieurs lieux de culte et puis on a un château qui vient s'installer dessus après. Le cas de Dinan, en état actuel, on a plutôt l'impression que c'est le château qui vient s'installer en premier et ensuite des lieux de culte. Et ce qu'on appellerait des églises, voire des chapelles en fonction des besoins. L'activité économique de Dinan a-t-elle attiré les religieux à s'installer ? Nos catégories, politique, économique, religieux, ça marche pas en fait dans un esprit médiéval. C'est commode pour nous, parce que en termes de classement et d'organisation, on peut dire qu'un seigneur intervient pour des motifs politiques, économiques. Lui, ça fonctionne pas uniquement comme ça. Par exemple, la première fois qu'on a des mentions de ce que nous appelons des activités économiques, on est dans les années 1070, on a la mention d'un pont, et sur ce pont, le seigneur va faire des donations aux religieux en leur disant que sur chaque bateau, ils ont droit à 12 deniers. Il prélève une partie de la taxe qui n'allait plus au seigneur, mais va dorénavant aux moines. Nous, c'est économique, le seigneur, c'est religieux. C'est dans un but spirituel, c'est pour l'au-delà. Donc on s'aperçoit néanmoins qu'il y a une activité portuaire à Dinan à la fin du XIe siècle, et on a très très peu de mentions d'activité portuaire en Bretagne, ce qui est paradoxal puisqu'on a quand même beaucoup de côtes. Mais là c'est un paradoxe qui s'explique parce qu'on a très peu de documents écrits conservés, et Dinan est l'un des premiers ports mentionnés. Alors c'est pas le premier, mais on est quand même dans les ports qui apparaissent tôt dans la documentation au XIe siècle. À Dinan, les seigneurs souhaitent-ils créer une centralité ? Le fait d'avoir un seigneur, une famille seigneuriale et donc un château, ça va créer un centre. Donc je répète, on ne parle pas véritablement de ville au XIe siècle, du moins pas dans le cas de Dinan. Ça va créer un centre, c'est-à-dire qu'il va y avoir une activité, il va y avoir du dynamisme, c'est-à-dire que votre seigneur, c'est pas qu'il va avoir une cour énorme, mais il va avoir des besoins en matériaux, en nourriture, en logement, et donc nécessairement vous aurez une partie de la population qui va s'installer autour du château, qui va dépendre de ses connexions, de ses rapports avec le seigneur. Alors, pour faire très simple, vous auriez des seigneurs, ensuite des domestiques, des agents du seigneur qui vont vivre à côté. Et puis naturellement, d'une certaine manière, vous aurez des activités que nous appelons économiques, des marchands, des tavernes, des commerçants qui vont s'installer ou qui vont être installés à proximité du château. Donc ça fait quasiment une sorte d'effet boule de neige, si vous voulez. C'est-à-dire que le château s'installe et puis derrière, vous avez un ensemble d'activités économiques qui sont liées à la présence de ce château. Sans le château, ces activités ne seraient pas là.
Pouvons-nous nous attarder sur les prieurés à Dinan? Quand on parlait d'église, ça ce sont dans nos catégories actuelles. Au Moyen-Âge, on a plusieurs mots qui désignent les lieux de culte. Le terme lieu de culte est plus neutre. Et au XIe siècle, la hiérarchie n'est pas fixée. C'est-à-dire qu'on a en tête, nous, Rome, les évêques, les cathédrales, les églises. C'est pas que ça n'existe pas, mais c'est que du moins la hiérarchie n'est pas aussi figée au XIe siècle. Les premiers lieux de culte qui apparaissent, c'est donc à la fin du XIe siècle, à l'époque où se créent les paroisses, les centres paroissiaux. On a les églises, en particulier de Saint-Malo dans la ville haute et donc de Saint-Sauveur. Ce sont des églises paroissiales. C'est-à-dire c'est là où les paroissiens sont baptisés, sont inhumés, c'est-à-dire qu'il y a des cimetières autour. C'est le lieu de culte le plus important, l'église paroissiale. Non seulement on y est baptisé, on y est enterré, mais sur des aspects aussi pratiques, c'est aussi l'église paroissiale à qui on paye la dîme, c'est-à-dire 10% de sa production rurale ou urbaine. Ensuite, il existe une deuxième catégorie de lieux de culte, ce sont des chapelles, c'est-à-dire des lieux de culte secondaires et qui n'ont pas de fonction paroissiale. Il n'y a pas de baptême, il n'y a pas d'inhumation, c'est plus lorsqu'il y a une population qui est importante, ça permet d'avoir comme ça des lieux de prière. Et puis il existe une troisième catégorie, ce qu'on appelle les prieurés. Alors les prieurés, c'est fondamental au XIe siècle, parce que c'est grâce aux prieurés en fait, qu'on a de la documentation. Les prieurés, il faut imaginer que ce sont des mini-abbayes. Mini-abbayes dans le sens où, à l'intérieur d'un prieuré, vous allez avoir quelques moines qui vont t'installer. Et les moines doivent vivre clos, c'est-à-dire enfermés dans leur prieuré, uniquement leur but c'est de prier. Tandis que dans une église paroissiale, le desservant, le prêtre paroissial doit être en contact avec les laïcs. Et bien dans un prieuré, ce sont des moines. Alors on n'a pas d'idée sur les chiffres, mais on a d'autres comparaisons en Bretagne ou dans l'Ouest. Vraisemblablement, les prieurés au XIe siècle, XIIe siècle, c'est 4, 5, 6 moines qui peuvent être installés, dont le but, c'est uniquement de prier. Les moines qui sont installés à Dinan sont liés aux grandes abbayes du Val-de-Loire, Saint-Florent-de-Saumur, Marmoutier, mais là, c'est un mouvement tout à fait classique en Bretagne. Au XIe siècle, on fait confiance à ces grandes abbayes ligériennes, prestigieuses, liées à la réforme grégorienne, à l'élan bénédictin. On a des moines qui sont installés. Donc on a différentes catégories de clergé, si vous voulez. On a le clergé régulier, donc les moines qui vont vivre dans des prieurés, et le clergé séculier qui s'occupe des églises paroissiales. À Dinan, nous allons retrouver 2 églises paroissiales importantes qui vont se partager la ville en 2. Alors voilà, on est au cours du 11e, 12e siècle. C'est dans un mouvement, on a ça dans d'autres villes, même dans des grandes villes. On a la fixation du maillage territorial de l'Église. C'est-à-dire que l'Église, dans la conception du Moyen-Âge, l'espace, ce sont d'abord des centres, ce qu'on appelle des pôles. Et donc, par exemple, vous avez un pôle castral, c'est le château. Vous avez un pôle religieux, c'est l'Église paroissiale. Et progressivement, vous allez avoir des territoires qui vont être mis en place. Et pour l'Église, le territoire de base, c'est la paroisse. Et une paroisse, c'est-à-dire que vous avez au centre une église paroissiale, et tous les individus qui vivent autour de cette église paroissiale vont fonder une communauté, forment une communauté, et cette communauté va devenir une communauté paroissiale. Donc un paroissien appartient à une église et non pas à une autre. C'est comme ça que se fixent les territoires progressivement au XIe, XIIe siècle. Et donc à Dinan, on a cette particularité, on a l'impression d'un certain dynamisme, quasiment une sorte de bouillonnement. On a un château, et puis on a comme ça plusieurs églises, lieux de culte qui vont bourgeonner. On en a 3, 4, voire 5 qui apparaissent. On a la même chose à Fougères, quasiment des sortes de villes neuves, si vous voulez, qui naissent au XIe siècle. Et on a l'impression qu'il y a trop de lieux de culte. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs lieux de culte et toutes ne peuvent pas être paroissiales. Et donc l'Église va mettre de l'ordre. Et donc au début du XIIe siècle, en 1123, 1124, Dinan va être divisé en 2 paroisses. Alors c'est lié à la population, en grande partie. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de population pour que le prêtre paroissial ait suffisamment de paroissiens, c'est-à-dire des âmes à gérer, puisque c'est le but du clergé paroissial, c'est s'occuper de ce qu'on appelle cura animarum, le soin des âmes, ce qui veut donner le mot curé. Enfin, il va y en avoir donc 2 à Dinan, un à Saint-Malo au nord et l'autre à Saint-Sauveur. Et donc on a un texte, alors c'est pas très courant, on a un texte de délimitation de paroisse. Au début du XIIe siècle, on a la même chose à Fougères en 169, où on a besoin de préciser quelles sont les limites paroissiales. Ça veut donc dire que ces limites, l'installation à Dinan, c'est quelque chose de neuf. Si on fixe des limites, c'est-à-dire que c'était pas inné, c'est-à-dire qu'elles sont pas anciennes. On est en train d'en créer, et donc vraisemblablement c'est une ville qui est en plein dynamisme. Alors on crée que 2 paroisses, que ça sert à rien d'en avoir trop s'il n'y a pas suffisamment de monde pour alimenter les paroisses. Parce que derrière les paroissiens, vous avez des âmes, des âmes, mais vous avez aussi des donations. Et le curé n'aime pas trop perdre ses âmes, parce qu'en même temps, il perd un peu une partie de ses revenus. Donc c'est pas la peine de créer 3, 4, 5 paroisses pour une ville comme Dinan. 2 vont suffire, et donc on va créer une paroisse autour de Saint-Malo au nord, et une paroisse autour de Saint-Sauveur au sud, avec 2 originalités dans le cas de Dinan.
On a le château qui est donc au niveau de l'actuelle sous-préfecture, qui logiquement devait relever de la paroisse Saint-Sauveur, mais il y a une exception. Il va relever de la paroisse Saint-Malo. Et puis on a une sorte d'échange de deux paroissiens. Alors on ne sait pas trop pourquoi, vraisemblablement parce qu'il devait avoir des biens de part et d'autre de cette limite paroissiale. Et on a dans le texte, un peu comme dans une cour de récréation, on s'échange des gommettes. Et bien là, on a l'échange de deux commerçants qui sont échangés, vraisemblablement parce qu'ils ont plusieurs biens dans Dinan et ils ne peuvent pas donner toutes leurs donations à deux églises. Donc on privilégie comme ça une église paroissiale. Donc on est vraiment ici dans plein mouvement de ce qu'on appelle la réforme grégorienne 11e, 12e siècle, où on fixe les limites territoriales, les limites paroissiales. Alors, est-ce que c'est uniquement le hasard de la documentation? Parce qu'on est toujours victime des documents conservés. C'est-à-dire qu'en 1122, 1123, le seigneur de Dinan meurt. On n'a pas un héritage qui va à l'aîné. Classiquement, il y a différents cas de figure, mais souvent, c'est l'aîné qui est privilégié. Et dans le cas de Dinan, on n'a pas d'explication en particulier pour Dinan. Est-ce que c'est parce que c'est une ancienne famille d'origine carolingienne, où il y avait cette tradition de faire un partage entre les fils? C'est possible. Mais en attendant, en 122, 123, le seigneur décède, et donc il y a une division, pour faire très simple, de la seigneurie de ce seigneur qui est divisée en deux. Donc vous aurez ce que nous on appelle les seigneurs de Dinan Nord, mais ça ne s'appelait pas du tout comme ça au Moyen-Âge, parce que ça n'a pas de sens, et les seigneurs de Dinan Sud, mais enfin vous voyez, vous avez une division de la ville, et cette opposition seigneuriale, laïque, va être reprise avec des limites religieuses. C'est-à-dire que Dinan Nord, vous aurez un lignage seigneurial, et vous aurez donc un centre paroissial avec Saint-Malo, et au sud, vous aurez une autre famille, Dinan Sud, mais ça n'a pas de sens, mais autour de Léon, et qui sera autour de l'église Saint-Sauveur. Mais ça, c'est une particularité de Dinan, ce fractionnement de l'église, de l'agglomération en deux paroisses. C'est la même chose à Fougères. C'est vraisemblablement pas pour rien, ce sont des agglomérations qui naissent à peu près au même moment, selon la même logique. Il n'y a pas d'agglomération ancienne, comme Vitré par exemple, où le système paroissial est totalement différent. Si deux églises sont devenues paroissiales, que sont devenus les autres? Je vous disais tout à l'heure qu'on n'a aucune idée de la population. On sait qu'il y a du monde, combien on n'en a aucune idée. Il faut attendre la fin du Moyen-Âge pour avoir des approximations démographiques, mais c'est vraiment des approximations. Il y a 4 lieux de culte à Dinan, et tous les lieux de culte ne peuvent pas devenir des centres paroissiaux. Donc l'Église va faire le tri. Et donc si vous prenez les différents lieux de culte qui sont mentionnés à Dinan, donc Saint-Malo au nord, j'en ai déjà parlé, Saint-Sauveur au sud, et puis dans les documentations, on a Notre-Dame qui apparaît, et puis on a également Saint-Pierre, l'église Saint-Pierre. Et ces documents, enfin du moins ces lieux de culte, c'est pas qu'ils vont disparaître, c'est qu'ils, vu qu'ils ne peuvent pas devenir des centres paroissiaux, on va devoir leur donner une autre fonction. Par exemple, Notre-Dame va devenir un hôpital, l'hôtellerie. C'est à l'entrée de la ville, c'est d'ailleurs une sorte d'auberge, si vous voulez. On va accueillir les pauvres, les pèlerins, les passants qui vont de passage à Dinan. Et l'église Saint-Pierre disparaît. Il y a quelques semaines, Laurent Guiton, qui a publié l'obituaire Saint-Sauveur de Dinan, m'a communiqué qu'il retrouve une trace de l'église Saint-Pierre au XVIe siècle, et cette église Saint-Pierre qui disparaît complètement de la documentation médiévale, c'est-à-dire que c'est plus un centre, donc ça passe sous les radars de la documentation, était très certainement une chapelle au sein de l'hôpital Notre-Dame. Donc il faut imaginer qu'on avait une église Saint-Malo au nord, Saint-Sauveur au sud, et à l'entrée ouest de Dinan, une église Notre-Dame et une église Saint-Pierre qui étaient proches, qui ne vont pas être des centres paroissiaux. Notre-Dame va être recyclée d'une certaine manière en hôpital, et l'église Saint-Pierre, qui n'a pas de fonction paroissiale non plus, va simplement être une chapelle de l'hôpital. Alors ça, on a le même cas de figure à Fougères. On a des conflits paroissiaux au début du XIIe siècle. Une des églises devient simplement un hôpital. Ça vous a plu? Vous souhaitez en savoir davantage sur Dinan et la Bretagne? Alors, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes et à en parler autour de vous. À bientôt!